Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF qui sera essentiellement consacré à la première année de gouvernance depuis l'élection du président de la République Emmanuel Macron. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir Jean-Noël Barrot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député de la 2e circonscription des Yvelines. Vous êtes Modem et En Marche. Vous êtes vice-président de la commission des finances publiques. À côté de vous, Jean-Baptiste Duclerc, qui est maître de conférence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Bonjour Patrice. Et Florence Mercadet-Choquet, qui est avocate au barreau de Versailles. Bonjour Patrice. Alors c'est vrai que c'est toujours un exercice un peu futile, un peu même bêta d'essayer de tirer un bilan au bout d'un an, parce que le bilan on le tire au bout de 5 ans. Mais enfin, ça fait partie des passages obligés, un peu des baronniers. Ma première question, c'est peut-être, parce que c'est peut-être qu'il est plus difficile à définir, c'est qu'est-ce que c'est que le macronisme ? Est-ce qu'on peut savoir ce que c'est que le macronisme, alors que Jean-Charles Djadjani, bonjour, éditeur, vient de nous rejoindre. Désolé de ce retard. Oui, peut-être en 3 mots, qu'est-ce que c'est que le macronisme ? D'abord, c'est un progressisme, c'est un attachement au progrès et une détermination à le mettre en œuvre. C'est aussi une forme de pragmatisme et de liberté par rapport au modèle existant qui guide l'action publique. Mmh. Et puis peut-être aussi une nouvelle conception ou un renouveau dans la conception des institutions, avec à la fois et on l'a un petit peu accusé de jouer parfois le rôle de Jupiter, mais en tout cas on va revenir peut-être sur les institutions, de représidentialiser la fonction du président de la République, ouais. mais également de remettre chacun des acteurs du jeu institutionnel à sa place, à commencer par le Parlement, et ça sera le grand sujet qui commencera cet été avec la réforme institutionnelle. On va parler justement de ce qui nous attend, parce qu'il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi beaucoup de choses qui nous attendent. Un mot peut-être, finalement, sur vous et votre engagement. Vous êtes économiste de formation, vous appartenez à une famille politique, votre père a été ministre, votre grand-père aussi était un élu important. Est-ce que, justement, cette différence dont vous parlez, cette innovation, cette nouveauté qu'a apporté Emmanuel Macron, est un des éléments qui vous a fait vous engager en politique, ou est-ce que vous l'auriez fait de toute façon ? Oui, bien sûr. Moi, j'étais engagé depuis quelques temps auprès de François Bayrou, qui porte une partie de la filiation politique à laquelle vous référiez. Et c'est Emmanuel Macron qui, bien entendu, a su rassembler très très largement les Françaises et les Français, et puis un certain nombre de responsables politiques autour de lui, qui a permis à cette famille de pensée de se retrouver dans la majorité et d'être aujourd'hui un membre actif et influent de cette majorité-là. Donc, bien évidemment que je me suis réjoui de voir l'émergence progressive d'Emmanuel Macron et que je me suis investi pleinement dans sa campagne. Notre reconnu là-dedans. Sur cette définition, c'est du macronisme. Vous auriez une définition ? Est-ce que c'est un pragmatisme ? Est-ce que c'est une nouvelle vision de la politique ? Est-ce que c'est difficile à définir ? On voit bien ce qu'est Macron. Moi, je trouve que c'est un vrai bouleversement de notre société. Enfin, en tout cas... politique, en tout cas. Politique, oui, mais pas que politique. Parce que quand on voit sur la déclinaison de l'ensemble des réformes qu'il a pu mettre en œuvre au cours de cette première année, et déjà il y en a quand même beaucoup, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur la justice qui est en cours, que ce soit sur la loi travail, où il a oui, qui me concerne personnellement, mais où il a pu enfin faire de toute façon il a appliqué ce qu'il avait dit qu'il ferait dans son programme. Déjà c'est une première nouveauté. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'il le fait tout de suite, qu'il le fait vite, parce que, comme chacun le sait, il faut qu'il le fasse dans les 2 premières années, et qu'il va jusqu'au bout des choses, même si les gens ronchonnent un peu, mais je trouve que ça ronchonne pas tant que ça. Et il bouscule un peu tous ces espèces d'avantages sur lesquels on était sclérosés. Moi, je trouve qu'il y a un vrai mouvement. On pourrait dire ça. Oui, non mais c'est un bouleversement. Il n'y a pas d'immobilisme en effet. Ah non, il n'y a pas d'immobilisme. Donc, moi, je trouve que c'est une honnêteté d'abord, parce qu'il a été élu en faisant des promesses. Vous êtes tous très... Et il tient ses promesses. Donc je trouve ça quand même absolument extraordinaire. Voilà, vous avez des contradicteurs qui sont sympathiques. Il a sûrement des défauts, on en découvrira. Mais il a été élu, il a fait des promesses, il tient ses promesses. Donc pour ça, c'est absolument remarquable. Je comprends très bien qu'on n'aime pas. Les gens qui n'ont pas voté pour Macron peuvent être tout à fait déçus.
Mais si on a voté pour Macron et qu'il tient ses C'est vrai que promesses, si on prend si on prend historiquement, par exemple, ses deux prédécesseurs, Sarkozy il y a eu la crise de 2008 qui l'a obligé à changer de politique, et c'est vrai que François Hollande a commencé à taxer les grosses, il a perdu 2 ans, 70% avant de faire un accord avec le MEDEF. Donc c'était moins lisible en effet. Et je crois que ce qui est très important avec le président Macron, c'est sa jeunesse. Sa jeunesse fait que, à l'inverse des autres hommes politiques, on ne le sent pas projeté sur une envie de durer pendant des années, parce qu'on sait très bien que dans le meilleur des cas, dans maintenant 9 ans, il ne sera plus président de la République. Il ne pourra plus. Il faudra qu'il fasse autre chose. Donc, il a même théorisé le fait qu'il n'avait pas envie de rester un homme politique toute sa vie. Je sais pas, donc je trouve ça merveilleux. Quoi. Vous aussi, vous avez, je crois, 36 ans 35 bientôt. 35 Bientôt. Ah oui, la semaine prochaine. Plus jeune que que je ne pensais. Est-ce que faire de la politique, vous pensez que on fait carrière dans la politique, ou il faut faire ça pendant un moment puis faire autre chose après? Non, je crois que la conception que nous portons, c'est effectivement celle d'un engagement politique qui vient en complément d'une vie professionnelle, d'une vie familiale riche. Et pour ma part, je compte retourner à ma carrière universitaire. J'ai la chance de pouvoir la ralentir quelques années et de pouvoir la retrouver. L'enjeu, c'est que nous puissions, je dirais, donner corps à cette vision que nous avons de la politique. Nous avons commencé à le faire en réduisant, ou en tout cas, nous nous apprêtons à le faire en réduisant le nombre de mandats dans le temps. Mais il faudra que ça s'accompagne aussi de... Pas passé encore. Hein, non, c'est pas encore passé, mais il y a de bonnes chances que ça le soit. Et puis il faudra que ça s'accompagne d'une réforme du statut de l'élu, pour que celles et ceux qui s'engagent dans des carrières pour lesquelles il est difficile d'interrompre pour avoir un engagement associatif, politique ou autre, que ces personnes-là puissent néanmoins s'engager pleinement en politique si elles en ressentent l'envie le moment venu. Jean-Baptiste Duclercq. Oui, alors sur la définition du macronisme, bon, je vais essayer d'avoir un ton un petit peu différent de ce qui a été dit, s'il faut jouer le jeu. C'est vrai que je trouve que la question n'est pas neutre déjà, et on aurait pu ne pas s'enfermer dans le concept de macronisme, puisque moi, non mais ça, dans l'idée de macronisme, je retiens Macron, et puis comme dans tous ces morismes, voilà, presque une adulation, enfin un système Macron. Et on aurait pu justement présenter des choses sous l'angle d'un nouveau courant politique, d'une nouvelle démarche. Et justement, c'est ça la question. C'est est-ce que c'est quelque chose qui dépasse Emmanuel Macron, qui dépasse sa personne, puisque c'est vrai qu'on ramène beaucoup tout autour de sa cause, de son parcours, ou est-ce que c'est un courant politique qui dépasse cette personne, et et lequel d'ailleurs? Enfin, est-ce que c'est un ni gauche ni droite différent de celui que vous évoquiez tout à l'heure? Parce que vous disiez notamment qu'avec le modem, ça ne portait qu'une partie de l'héritage. Enfin, est-ce que c'est un centre, un des centres? Est-ce que c'est le centre dont vous rêviez? Je crois que effectivement, il ne faut pas nécessairement regarder la République en marche et le macronisme comme un parti politique de la même manière qu'on regardait les partis politiques traditionnels. Je crois que c'est d'abord né comme l'incarnation d'un projet, le projet porté par Emmanuel Macron. Et à mon avis, il faut s'attendre à ce que, s'il se représentait, mais bien avant ça, pour les élections européennes de l'année prochaine, ce mouvement un peu polymorphe reprenne, je dirais, de l'ampleur et viennent porter un certain nombre de propositions. Alors c'est vrai, c'est très nouveau parce que c'est beaucoup moins ancré dans une sorte de dogme auquel on se référait systématiquement. Est-ce que ça a de l'avenir ou pas? Ça, c'est, je crois, toute la question. Pour ma part, à nouveau, je suis venu au macronisme à partir d'un courant politique qui est très très ancien dans la vie politique française, qui trouve aujourd'hui un écho dans ce mouvement-là. Je crois que ça sera très intéressant de savoir comment est-ce que ce grand mouvement qui a été lancé à partir d'un projet saura se transformer pour porter d'autres projets et éviter le piège de la sédimentation qui a conduit les partis politiques traditionnels à s'effondrer lors des élections dernières. Alors, on peut prendre peut-être les questions les unes après les autres. Après, vous occupez aussi des institutions à l'Assemblée. Sur le plan institutionnel, c'est vrai qu'il y a on a parlé de verticalité de Jupiter. Il y a un réinvestissement, en tout cas de la fonction présidentielle, ce qui est assez nouveau, assez contradictoire avec peut-être ce
qu'on pensait ou qu'on espérait pendant des années, on espérait simplifier plutôt les institutions, les rendre, copier peut-être le modèle des démocraties du Nord. Au fond, il a rompu avec ça, c'est assez courageux finalement, parce que finalement c'est ce qui correspond peut-être à l'attente des Français de la fonction présidentielle, d'un côté peut-être un peu monarchique. Il redonne quand même à la France un lustre qu'elle avait un peu perdu ces quelques dernières années. Oui, il y a l'image de la France, mais l'image du président. Oui, mais il faut bien qu'elle soit un peu incarnée, parce qu'on ne peut pas dire la France comme ça, et puis qu'il n'y ait personne, ou qu'il y ait quelqu'un qui passe son temps à téléphoner à Leonarda, quoi. Oui, c'est autre chose. Là, il faut une stature, il faut une allure, il faut des décisions, et forcément, il faut incarner tout ça. Et je pense que Macron incarne ça très bien. Je pense que vu de l'étranger, les gens sont fascinés. Ça n'empêche encore une fois pas d'être critique. Mais là on parle des. Voilà, est-ce que c'est une inspiration gaulienne, non, on pourrait dire ça, de la fonction présidentielle? C'est-à-dire que effectivement, moi je trouve que Emmanuel Macron rentre parfaitement bien dans la Constitution telle qu'elle a été définie. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, on peut critiquer la Ve République, mais à partir du moment où elle existe, si on a un homme qui ne rentre pas dans les fonctions telles qu'elles ont été définies par le général de Gaulle, ça ne marche pas. Et ça crée des problèmes, et la France ne fonctionne pas. Donc, quelle que soit la critique qu'on peut avoir sur ce régime, il faut reconnaître qu'en tout cas, Emmanuel Macron a remis les choses en place. La Constitution dit les choses assez clairement. Elle dit que, article 20, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Article 21, le Premier ministre dirige l'action du gouvernement. Et on a l'article 5 de la Constitution, on a une sorte de président avec une magistrature morale, un président qui fait une campagne présidentielle avant celle des députés, donc qui définit préalablement un programme. Et donc on a cette synergie qui se joue entre le Premier ministre, qui d'ailleurs est nommé par le président de la République, où on a un Premier ministre qui, lui, est dans un rôle il se définit lui-même comme un chef d'orchestre, et ça correspond tout à fait à la définition de l'article de la Constitution, article 21. Un gouvernement qui obéit à ce Premier ministre, et un président de la République qui fixe un cap. Donc les choses sont très claires, et de facto, elles correspondent parfaitement à ce qui est fixé dans la Constitution, et je trouve que c'est une bonne chose, parce que moi je suis un fervent partisan de la Ve République, et je ne souhaite surtout pas qu'on la remette en cause. On parle moins de la sixième, d'ailleurs. Oui, j'en suis heureux. C'est vrai. J'ajouterais peut-être, et je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit, c'est-à-dire que Emmanuel Macron prend la pleine mesure de ce que c'est que la Ve République, à la fois dans son propre rôle, le rôle du président de la République, qui donne à nos institutions la stabilité. Et la stabilité, on le sait d'ailleurs, les citoyens le demandent dans tous les domaines de leur vie, les entreprises aussi, elles veulent de la stabilité pour pouvoir voir plus loin. Et le président de la République, dans la Ve République, il doit incarner cette forme de stabilité. Et donc, il y aura nécessairement une forme de verticalité dans cette fonction-là. Je dirais que peut-être là où la Ve République n'est pas, où la Constitution de la Ve République n'est pas pleinement, je dirais, exploitée dans tous ses recoins, c'est le fonctionnement du Parlement qui est chargé de voter la loi et de contrôler le budget et l'action du gouvernement. On a tendance à penser que le rôle essentiel du Parlement, comme ça, c'est de voter les lois, et on voudrait presque renforcer la capacité des députés à écrire eux-mêmes les lois, alors qu'en fait c'est la branche exécutive, c'est le gouvernement qui écrit l'essentiel des textes de loi, et c'est par amendement que les députés le modifient. Ce mouvement-là n'a pas beaucoup de sens, et ça Emmanuel Macron l'a bien compris. Il faut laisser le gouvernement écrire les textes de loi, mais en revanche il faut renforcer la capacité du Parlement à contrôler l'action du gouvernement, à vérifier que les politiques publiques qui sont mises en œuvre, notamment sous la direction du Premier ministre et des administrations, le sont dans l'esprit qu'a insufflé le président de la République. Et donc le président a... Donc une sorte d'évaluation aussi de... Oui, mais le président de la République a compris qu'il pouvait être à l'avantage du chef de l'État d'avoir un Parlement qui contrôle ce que fait, la manière dont l'administration met en musique la volonté politique qu'il a portée, et qu'il a portée avec le soutien de ces mêmes parlementaires qui ont été élus avec lui. Justement, vous avez une majorité importante à l'Assemblée nationale, une majorité de soutien au président de la République. Est-ce que ça pose ou pas un problème démocratique? Est-ce qu'on ne devient pas par nature une assemblée de godillots, c'est-à-dire qu'ils votent? Alors là, on a vu que sur la loi immigration, il y avait quelques voix contradictoires, mais quand même.
Oui, on ne peut pas être à la fois godillot et frondeur. Donc la critique sera toujours faite dès lors que vous avez un groupe majoritaire et un groupe minoritaire qui vient renforcer cette majorité-là, de pousser toujours dans le même sens. Mais je crois que, au contraire, les voix s'expriment très largement. Dans l'hémicycle, bien sûr, mais en amont également, puisque, et là, bon, je pense que ça a toujours été le cas, mais que ça l'est encore plus aujourd'hui, les ministres chargés d'écrire les textes de loi qui retranscrivent les promesses de campagne consultent énormément les parlementaires, notamment les parlementaires de la majorité, avant de présenter les textes au Parlement. Donc les sensibilités s'expriment, pas forcément de la manière la plus sonore et la plus visible qu'il soit, mais elles s'expriment à l'intérieur des réunions de groupe. Sur le fonctionnement du Parlement, Jean-Baptiste, Jean-Charles. Moi, je sais pas, je suis toujours un peu étonné quand on puisse s'offusquer de cette majorité. Enfin, je trouve ça quand même très bien qu'un président et un Premier ministre et une large majorité, on ne va quand même pas se flageller en disant c'est horrible, ils ont plus de 300 députés, est-ce que ce sont des... Non, mais une grosse majorité, il faut la faire marcher. Oui, oui, je trouve qu'on ne peut pas dire que pour l'instant, il y a beaucoup de couacs. Enfin, c'est pas les 2 ou 3 trucs sur les migrants et sur je ne sais plus quel projet où ça a peut-être un tout petit peu grincé. Enfin, je crois qu'il y a 345 députés, non, je ne sais plus. Il y a peut-être le mauvais souvenir des frondeurs aussi qui oui, il y a peut-être ça, mais est-ce qu'on n'a pas aussi une superposition entre ces nouveaux députés qui sont nouveaux au sens propre du terme, c'est-à-dire ce sont des gens qui arrivent, qui n'ont jamais exercé de fonction d'élu, et où justement on dit ils sont 300 et puis il y en a je ne sais pas combien de nouveaux parmi ces 300-là, une très très large majorité, et donc ils sont encore plus godillots puisqu'ils y connaissent. Enfin, c'est peut-être un peu ça qui fait que il y a cette tendance à penser, enfin moi je le pense pas du tout, mais qu'il y a peut-être cette tendance à penser que on les manipule parce qu'ils y connaissent pas grand-chose, donc on leur dit il faut faire. Les godillots de la République en marche aux godillots de la France insoumise. Quitte à avoir des députés vous direz qu'ils sont pas godillots. Les nouveaux députés et le renouvellement du Parlement, ça a aussi un effet, alors peut-être de l'inexpérience que vous citiez, mais ça a aussi l'effet d'avoir des personnes qui arrivent avec d'abord beaucoup d'énergie et beaucoup je dirais, peut-être d'optimisme sur leur capacité à faire changer les choses. Donc ça veut dire qu'elles mettent beaucoup plus, je dirais, les cabinets, les ministres, les administrateurs de l'Assemblée sous pression parce qu'ils disent mais non, moi j'ai envie que mon projet, j'ai envie que mon idée prenne corps. Alors que peut-être y avait-il chez des parlementaires qui étaient là depuis très longtemps une forme de lassitude qui s'était installée. Et puis aussi un regard neuf sur certains sujets. On voit bien que, et c'est peut-être là aussi l'un des secrets du macronisme, la jeunesse qui n'a pas encore la fraîcheur, qui n'a pas encore pris l'habitude de voir échouer des projets de réforme, etc. Et c'est ainsi que en tout cas en première lecture, le texte sur la SNCF, et là c'est pas les Républicains qui ont été godillots, c'est qu'ils ont voté comme un seul homme le texte qui a été voté en première lecture à 454 voix contre 80. Peut-être simplement parce qu'il y a eu un élan de fraîcheur. Bon, je laisse de côté toute la négociation syndicale, mais qui a permis de faire aboutir un texte peut-être plus ambitieux que d'autres ont réussi à faire auparavant. Vous me tendez une page parce que justement, il y a une phrase d'Édouard Philippe qui dit « La recomposition politique est bien loin d'être achevée, la poutre travaille encore, laissons-la travailler ». Justement, cette recomposition politique, alors qu'il a commencé à avoir lieu avec l'élection d'Emmanuel Macron, on voit bien qu'à droite, ça travaille un peu. Il y a plusieurs droites qui sont en train de se dessiner. Là aussi, vous pensez que on est au début d'une recomposition plus forte ? C'est difficile à dire. Je pense qu'effectivement, il y aura encore entre la droite et le centre-droit du mouvement, qu'une étape très importante et très instructive à cet égard sera les élections européennes. Parce que vous avez la tête de liste ou pas ? Bien sûr, mais non, je ne la connais pas encore. Et je crois on parle beaucoup du ministre de l'économie, mais bon, non ? J'ai pas d'informations que je puisse communiquer à ce stade. Ça sera un élément très important, évidemment, parce que ça il faut trouver la bonne personne. Oui. Et même si les élections européennes se jouent
comme le dit souvent François Bayrou sur les questions nationales, ça servira quand même aux différents mouvements politiques pour se marquer par rapport à l'avenir de la construction européenne. Et on sait que c'est peut-être Emmanuel Macron qui était le seul candidat véritablement, je dirais, pro-européen dans la campagne présidentielle. Les autres n'osaient pas le dire ou ne le disaient pas. Et donc là, il y a un marqueur fort, et c'est un marqueur qui continue de travailler la droite, puisque à droite, on a effectivement... Il y a des courants différents par rapport à ce sujet. Là-dessus, sur la recomposition, non ? Un mot ? Personne ? Non. Alors, sur le couple président-premier ministre, ça fonctionne bien, pas bien ça a l'air. Ça a l'air de bien fonctionner. Je ne suis pas dans le secret des cabinets, mais ça a l'air de fonctionner parfaitement. Enfin, je veux dire, c'était c'est qu'on a l'impression aussi des binômes qui fonctionnent bien. Il n'y a pas pour une fois un Premier ministre qui pense qu'à une chose, c'est de prendre la place des... Chacun fait son job, la place du vizir. Mais on avait un petit peu le même cas de figure au début, si ce n'est qu'avec Sarkozy et Fillon, qui faisaient tout à fait bien le job pour lequel Sarkozy l'avait mandaté. Enfin, je veux dire, après, on peut parler de beaucoup de choses, mais au début, c'était ça. Et voilà, et là, ça a l'air pareil. Enfin, je veux dire, Édouard Philippe, il a l'air, il fait ce pourquoi il est là, et il n'y a rien d'anormal, au contraire, c'est plutôt rassurant. On a l'impression d'un État qui fonctionne, une mécanique qui fonctionne, un Parlement qui fonctionne. Tout a l'air de fonctionner. Jean-Baptiste, je trouve que sur Édouard Philippe, je trouve que ce qui est assez surprenant, c'est que on parle de Matignon comme d'un enfer. Oui. Il a l'air de dire pas du tout. Et lui disait pas du tout. C'est le premier qui dit qu'on puisse se plaindre. Et quelque part, ça m'étonne pas, compte tenu de sa personnalité. On a l'impression que lui tout glisse. C'est assez surprenant. Et je trouve que c'est une bonne chose parce que le Premier ministre a surtout été conçu comme un fusible. C'est-à-dire qu'on l'a mis en place pour éviter que le président de la République aille trop au front, qu'il reste justement assez en retrait. Et c'est le Premier ministre qui doit prendre les coups, précisément. Et c'est pas anodin d'ailleurs que de ce point de vue-là, Édouard Philippe soit au front avec la SNCF, là encore, sur les négociations, etc. Et c'est lui qui est censé prendre le coup. Donc, voilà. Et je trouve que quelque part, le fait qu'il ait cette personnalité, le fait que finalement il arrive, il est même assez, même dans les négociations, c'est quelqu'un qui est assez bien reconnu, qui est sympathique, qui arrive à et en même temps échanger, à discuter. Et quelque part, je trouve que c'est bien puisque ça ralentit justement l'atteinte souvent qu'on retrouve assez vite normalement au niveau du président de la République, et qui en général ensuite baisse du point de vue de son autorité, parce qu'une fois que le fusible est grillé, eh bien c'est le président de la République qui directement prend les coups. Donc je trouve ça assez... Ils sont répartis assez bien, parce qu'il est quand même en première ligne. Il y a un petit fait qui m'a beaucoup étonné, moi je ne sais pas si ça vous a... quel effet ça vous a produit. Quand il y a eu les violences après le 1er mai, et alors, on a entendu beaucoup de journalistes qui disaient mais comment le président est en Australie, il n'est pas là, comme s'il avait été là, il n'y aurait pas eu de violence, c'est comme si c'était à lui de s'occuper de tout. On a quand même une conception très monarchiste quand même du pouvoir, non ? Oui, je crois que c'était une attaque un peu désespérée et facile, qui a été d'ailleurs désamorcée rapidement par le Premier ministre, qui a expliqué qu'il y avait un choix stratégique. Il y avait un choix stratégique qui avait été fait de préserver la sécurité des personnes en essayant de contenir et de temporiser la riposte. Voilà. Et je crois que c'est un épisode qui. Non, mais c'est pas au président de la République d'être là tout le temps sur tous les. C'est quand même, on a une conception quand même. Il n'est pas là, c'est un drame absolu. Je préfère le voir vendre des sous-marins à l'Australie que de. Oui, non, mais je comprends. que de lutter contre les blagues. Et je trouve que ça dit beaucoup de la France. Ça dit quand même pas mal. Parce qu'on a ces mêmes personnes qui regrettent donc l'absence d'Emmanuel Macron sur le territoire national pour gérer cette crise sont les mêmes qui vont critiquer cette fonction monarchie, cette monarchie républicaine. Et je trouve que c'est très français, c'est-à-dire qu'il y a à la fois cette fascination pour l'homme présidentiel et cette détestation. Tout ça est très mêlé. C'est vraiment dans notre ADN historique. Cela dit, ça n'enlève rien au fait qu'il soit en Australie ou pas. Ce qui s'est passé est totalement scandaleux. Ah oui, non, mais ça, on ne peut pas non plus accueillir le truc. Voilà. Il est en Australie, il n'y est pour rien, mais... Encore que ça a été relativement circonscrit. Il y a 400 mètres carrés, en gros, qui sont... il y a des choses... C'est dramatique d'abord pour les gens qui ont des... Il est quand même extrêmement choquant de voir des télévisions poser leurs caméras, filmer des casseurs en train de balancer des cocktails Molotov dans un McDonald's, de voir les flammes qui démarrent, de voir tout, et les commentateurs qui expliquent. Alors vous voyez, il vient de balancer un cocktail
Molotov, là, ça va bien brûler. Là le truc là, sur explose. ma gauche, Là, voilà, exact. Et puis, rien ne se passe. Et tout ça est en direct. Il y a quand même un peu... forcément, dans la chaîne de commandement, j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui se sont fait remonter les bretelles, peut-être que le préfet de police... Alors, c'est très bien d'éviter les blessés, mais enfin, je veux dire, si on en est là, s'il faut laisser brûler pour qu'il n'y ait pas de blessés... De la tactique policière, mais... Comment ? Non, je ne suis pas un spécialiste de la tactique policière, mais enfin, vous avez eu des sommets européens dans lesquels il y avait le même genre de violence et ça partait dans toute la ville. Là, ça a été quand même circonscrit à à 2 magasins. Quartier. Alors, même si c'est dramatique, totalement, pour les gens qui avaient des affaires là-bas et des magasins. Mais alors, il y a quand même un sujet qui fâche. On disait... Macron, c'est la droite et la gauche, l'un et l'autre. Là, comme si on prend quand même les premières réformes, la loi travail, la suppression d'une partie de l'ISF, on parle de la suppression de l'exit tax, la chasse aux faux chômeurs, la réforme du statut de cheminot. Ce sont quand même des réformes marquées à droite. Et quand, alors il y a Libération, le dit dans le journal de lundi, oui, c'est un président de droite. C'est vrai que la première année est plus à droite qu'à gauche, quand même. Il y a eu des réformes. D'ailleurs, François Bayrou dit qu'il faudrait. Non, mais notre ami. Jean-Noël Barrot étant du Modem, je me permets. Oui, il y avait des réformes, je dirais, de structure qu'il fallait faire rapidement pour qu'elles puissent avoir des effets le plus tôt possible. Notamment en ce qui concerne les ordonnances travail ou la réforme de la fiscalité du capital, mais elles s'accompagneront d'un certain nombre de mesures qui vont monter en puissance progressivement, mais qui viennent renforcer le pouvoir d'achat des actifs, avec la bascule de la CSG en contrepartie d'une réduction des cotisations salariales, la suppression de la taxe d'habitation qui va là aussi monter en puissance cette année, et qui est, je lisais un sondage sur Twitter tout à l'heure, qui est la deuxième mesure la plus populaire après la réforme de la SNCF, parmi celles que le gouvernement actuel a menées. Et puis il y a la revalorisation d'un certain nombre de minima sociaux, l'allocation adulte handicapé, le minimum vieillesse et la prime d'activité, qui là aussi vont monter en puissance progressivement et venir consolider nos protections. Mais si on veut simplifier les choses, est-ce que ça voudrait dire que pendant la première année, il faut faire repartir la machine économique, c'est-à-dire gagner des richesses, et puis qu'après on peut mieux les répartir? Est-ce qu'il y a 2 temps comme ça qui sont théorisés, ou est-ce que c'est plus compliqué que ça? Un petit peu, mais si vous baissez les cotisations salariales, vous avez un effet immédiat sur le pouvoir d'achat des personnes. Oui, mais avec l'impôt à la source. Et en revanche, si vous baissez le taux d'impôt sur les sociétés ou si vous modifiez l'assiette de l'ISF, vous n'aurez des effets que beaucoup plus tard. Et vous voyez bien que dans le timing qui a été retenu de la baisse ou de l'augmentation du pouvoir d'achat contre la fiscalité du capital, la fiscalité du capital vient avant, ce qui donne l'impression qu'on avantage les riches, puisque c'est effectivement cette fiscalité du capital va plutôt avantager les riches, contrairement aux autres mesures dont je parlais à l'instant, qui vont plutôt avantager les personnes modestes et les classes moyennes. Il fallait faire les premières... Enfin, il a été décidé de faire ces premières mesures au tout début pour qu'elles puissent porter leurs fruits le plus tôt possible. Mais ceci dit, ça ne nous exonère pas de continuer à réfléchir en profondeur à ce que c'est que notre modèle social, et c'est ce qui va commencer à partir du mois de juin avec la discussion du projet de loi sur la liberté de choisir son avenir professionnel, c'est-à-dire la réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle et de l'assurance chômage, avec un énorme effort de redirection de la manne de la formation professionnelle vers les jeunes et les demandeurs d'emploi. Et puis, des nouveaux droits ouverts aux indépendants, aux salariés qui souhaitent démissionner de leur entreprise, de pouvoir le faire avec la réforme de l'assurance chômage. Et donc, là-dessus, on pose une première pierre importante dans la rénovation du modèle social. Viendra ensuite la réforme des retraites. Et puis... le reste, puisque... Oui, alors on va aborder peut-être les réformes qui vont avoir lieu, parce qu'il y a encore beaucoup de sujets. Mais quand vous entendez François Hollande dire Macron n'est pas l'ami des riches, c'est l'ami des très riches... On voit qu'il est meilleur que le président, quand même. Il a le sens de la formule. C'est quand même une des attaques qu'il prend, enfin, un des reproches qu'il prend le plus.
Oui, même dans l'opinion, enfin, même les sondages parce que d'abord, on est bien en France, on a toujours envie de mettre la tête des gens au bout d'une pique, de trouver des boucs émissaires en disant les riches. Bon, non, mais non, mais monsieur le disait tout à fait très justement. Sur les faits. Sur le fond, par exemple, vous parliez de la réforme de la SNCF. Je ne vois pas du tout en quoi ce serait une réforme pour les riches, la réforme de la SNCF. Est-ce que les cheminots sont les gens les plus privilégiés en France? Je comprends. Juste un instant sur la SNCF. Non, mais juste un instant sur la SNCF. Je comprends. Les cheminots sont arc-boutés sur ce statut et en même temps, ils passent leur temps à dire qu'ils ne sont pas des privilégiés. Alors, si on n'est pas privilégié, pourquoi est-ce qu'on insiste pour garder un statut qui n'est pas un statut de privilégié? C'est quand même curieux, comme non, ça me paraît plus privilégié que ce qu'on leur. Ah oui, non, mais voilà. Donc. Mais sinon, c'est pas du tout une réforme de riche. Enfin, je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire que c'est une réforme plutôt de droite. Mais c'est une réforme qu'il fallait faire. Peut-être qu'il fallait. Non, mais je dis pas. Peu importe qu'elle soit de droite ou de gauche, c'est une réforme indispensable. Dans l'opinion, c'est considéré comme une réforme de droite. Non, peut-être quelques personnes de la CGT, mais je crois pas. Il suffit, loi de finances, loi travail, on a quand même là sur ces deux chantiers là quand même des réformes qui sont en droite. Bon, c'est pas un gros mot. Et d'ailleurs, la droite les a. Je ne prononce pas. Oui, bon, ça c'est un cas on peut difficilement classer. La droite a voté la loi SNCF. Mais c'est plutôt à droite. Bon, vous parliez de réformes structurelles, mais il y a des réformes structurelles de gauche aussi. Enfin, c'est-à-dire que et moi c'est ça que je trouve assez singulier finalement on parlait du macronisme, de qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire qu'en fait, moi j'avais l'impression que le centrisme, c'était une position assez équilibrée, finalement, entre une synthèse de la gauche et de la droite, et qu'on avait une position d'équilibre face à tous les sujets, quels qu'ils soient. Alors que finalement, au regard de ce qui se passe et à vous entendre... Le macronisme, c'est pas forcément un centrisme, d'ailleurs. Oui, on a plutôt le sentiment qu'en fait... il y aurait des thématiques plutôt à droite, c'est-à-dire notamment le domaine économique, pour lequel on a plutôt une approche plutôt libérale, et d'autres thématiques, et on attend lesquelles, qui seraient plutôt de gauche. Mais effectivement, pour l'heure, si on s'en tient à ce qui s'est fait, et il ne faut pas juger en un an la couleur politique véritable de ce courant politique, mais il est vrai que pour l'heure, c'est plutôt de droite quand même. Oui, mais parce que vous êtes en train d'opposer libéralisme et protectionnisme. Or, oui. Je pense que, voilà, c'est ça, je veux dire, libéralisme de droite, protectionnisme de gauche. C'est un peu, si je fais une synthèse de ce que vous venez de dire, c'est à peu près ça, puisque vous me dites, c'est un peu, les réformes libérales, c'est de droite, et donc on attend les autres, et en fait, c'est protectionnisme, c'est la deuxième jambe qui devrait arriver sur... Non, c'est pas sur protectionnisme, enfin, c'est après l'idée, parce que l'idée d'Emmanuel Macron, c'est, comment dirais-je, c'est d'optimiser les forces économiques pour qu'il y ait ensuite des retombées qui favorisent l'emploi, etc. Et que, voilà, alors que la gauche, elle est, notre gauche classique a fait reste dans une logique où elle admet le capitalisme, etc. On a dépassé cela depuis longtemps, mais où on a sorti à chaque fois ces réformes d'un certain nombre de protections sociales, du point de vue des salariés, etc. Ce qui manque un peu, je ne veux pas faire comment dirais-je, moi je regarde ça avec beaucoup de distance, il ne s'agit pas de... Mais il est vrai que c'est quand même plutôt marqué à droite, je trouve. Après, tant mieux, pardon, parce que, je veux dire, on a ça, Jean-Charles... Non, mais je veux dire, tant mieux que ça tire un peu à droite. On a quand même vu que le centrisme, ça n'a jamais fonctionné. Donc... on a vu ça où ? Comment on n'a jamais pu le voir. En France, est-ce qu'on a vu quelque chose de centriste fonctionner ? Tous les gouvernements ont toujours gouverné au centre, sans le dire. Oui, mais avec le succès qu'on sait. Si, on l'a vu pendant la discussion de la loi Asile-Immigration, où pendant une très longue semaine, dans l'hémicycle, la droite et la gauche... Et l'extrême gauche ont joué au ping-pong, les uns disant que la loi était laxiste, les autres disant qu'elle était répressive complètement. Et alors après, est-ce qu'il vaut mieux des lois qui satisfassent tout le monde ou pas ? Là, je crois qu'il y a une position d'équilibre qui a été trouvée, qui ne satisfaisait pas la droite ni la gauche, mais qui a permis de faire avancer les choses. Justement, il y a, parmi les députés, il y a des gens qui viennent de tous les camps, beaucoup d'anciens socialistes, il y a beaucoup des gens de droite et des gens du centre. Est-ce qu'il y a des tiraillements par rapport à la politique qui a été menée ? Est-ce qu'il y a, par exemple, une sensibilité de gauche qui s'exprime dans les députés En Marche ? Bien sûr, il y a un projet, je crois... auquel tous les députés aujourd'hui élus ont pleinement adhéré, ou en tout cas ont adhéré dans son ensemble. Après, on n'est pas forcément d'accord avec toutes les mesures.
Et ça constitue le socle, je dirais, inébranlable sur lequel Emmanuel Macron peut dérouler sa politique. Mais une fois qu'on a donné les grands principes et qu'il faut rentrer dans le détail, que les ministres écrivent avec leur administration les textes, c'est dans ce détail-là que se jouent certains des tiraillements qui viennent des sensibilités, je dirais politiques antérieures, mais aussi des sensibilités territoriales, avec des sujets qui peuvent être perçus de manière très différente selon les régions, de métropole et d'outre-mer d'ailleurs. Et donc ces sensibilités-là s'expriment très naturellement. La difficulté, effectivement, c'est pour le groupe En Marche de continuer à jouer son rôle de groupe majoritaire en laissant s'exprimer les sensibilités, sans tomber dans les problèmes ou les écueils qu'a rencontré le groupe PS lors de la mandature précédente, où s'est développé dans un mélange de laisser-faire et d'autoritarisme parfois, une sorte de fronde qui a sapé complètement le travail de réforme. Qui a empêché de gouverner. Oui, donc il y a un autre sujet, ce sont quand même les réformes donc, qui ont lieu. Là, on est quand même dans une période de manifestation et de grève. Généralement, les gouvernements finissent toujours par reculer un peu face à ça. On a l'impression que celui-là veut tenir. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il a les moyens de le faire? Est-ce que vous pensez qu'il y a le soutien de l'opinion? Sur la SNCF, à nouveau, c'est une réforme qui est assez populaire, qui a été très largement votée en première lecture, même si la concertation continue et que la méthode choisie par le gouvernement est assez originale de continuer à enrichir le texte au fur et à mesure de la négociation. Je pense que l'opinion publique ne se retourne pas contre le gouvernement, d'abord parce qu'elle voit bien les avantages que peut représenter cette réforme. Elle sait que l'ouverture à la concurrence, qui est une des raisons pour lesquelles on fait cette réforme, est quelque chose qui a été décidé aussi par la France dans le cadre européen. Et elle ressent, de la même manière qu'elle a appelé de ses voeux la fin de certains des privilèges des élus et des députés qui ont commencé leur mandat en sabrant dans leurs avantages et dans leurs privilèges. De la même manière, elle rejette un peu la tentation que pourraient avoir certains cheminots de défendre leurs privilèges. Et de manière assez paradoxale, je trouve, pour en avoir discuté avec certains personnels de la SNCF, ceux qui sont potentiellement en difficulté. C'est pas nécessairement les cheminots, même si le statut du cheminot va évoluer, mais c'est aussi tout un tas de fonctions support dans les différentes organisations, les différents EPIC qui constituent la SNCF, qui à mesure qu'ils vont être rapprochés les uns des autres dans certaines sociétés, s'inquiètent de savoir s'ils seront gardés, quel sera leur lien. Et il ne s'agit pas nécessairement de cheminots, il s'agit parfois d'architectes, de secrétaires, etc., qui se demandent à quelle chose Et bizarrement, ces revendications-là ne percent pas. Je pense que si elles étaient un peu plus audibles, peut-être que l'opinion publique, je dirais, ferait peut-être un peu plus attention à ces aspects-là de la réforme. Mais aujourd'hui, je ne vois pas ce qui pourrait arrêter le train en marche. D'accord. Là-dessus espérons surtout. Moi, je ne pense pas qu'il reculera. Est-ce qu'il peut y avoir une radicalisation de l'autre côté, des côtés des grévistes, des manifestants? Et on voit bien aussi une tentative, alors plus ou moins non, mais de toute façon, on voit que ça de s'essouffle un peu. Politique. Il y a Hamon qui appelle à un harcèlement du pouvoir. Je pense que Macron peut dormir tranquille. C'est juste Hamon qui appelle à la révolte. Hamon, Mélenchon, etc. Il n'y a pas d'inquiétude. La fête à Macron, par exemple, c'était une réussite ou un échec? La fête de Macron. Oui, non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Non, c'est scandaleux. Enfin bref. Non, mais de Macron, c'est les enseignants soient partis là-dessus. J'imagine que c'est les mêmes qui vont au coiffeur. Des linguistes qui expliquent qu'on peut dire en effet la fête à Macron. Oui, on peut tout dire. C'est même à ça qu'on reconnaît certaines personnes. Mais non, justement, échec ou pas? Non, mais cette grève, c'est presque un peu comme une grève. Je pense que les Français ont compris, c'est un peu comme une grève de la faim qui serait calée 2 jours je mange, 3 jours je mange pas, 2 jours je mange, 3 jours je mange pas. C'est un peu une grève qui sert à rien. C'est-à-dire que juste emmerder tout le monde très souvent. Enfin, je veux dire, c'est pas une grève qui dure 15 jours où tout le pays est bloqué. C'est-à-dire que maintenant les gens sont habitués, les réunions de travail se font avec ce calendrier. On dit là on ne voyage pas. Ça a démultiplié une certaine économie parallèle. Le télétravail
télétravail, les bustes inventés par Macron, Blablacar, l'échange de voitures, le covoiturage. Voilà, bon. Ça peut durer. Alors effectivement, la CGT peut dire on fera après juin, on fera juillet, août et septembre, et puis probablement octobre et novembre. Peut-être, mais c'est vraiment un combat d'arrière-garde. J'ai l'impression, d'après ce qu'on voit dans les chiffres, que ça s'essouffle un peu, qu'il y a quand même moins de grévistes. Oui, moi je comprends que des inquiétudes puissent s'exprimer face à des changements importants qui arrivent rapidement les uns après les autres. Je crois que il y a toujours ce réflexe du corps social de se crisper quand la réforme arrive. Et je crois qu'il faut aussi que les parlementaires, le gouvernement fassent bien la pédagogie de ce que nous essayons de faire. Ce que nous essayons de faire, c'est pas d'arriver à un fonctionnement de l'économie et de la société qui soit pleinement libéral. Ce que nous essayons de faire, c'est d'ouvrir une voie pour que chacune et chacun puisse saisir des opportunités dans la société qui arrive. Et ça se joue à tout un tas de niveaux. Effectivement, ça se joue un peu dans la libéralisation du marché du travail, etc. Mais ça se joue aussi à l'école. Et c'est la raison pour laquelle une des premières mesures qui a été adoptée, c'est de diviser la taille des classes de CP par 2 en zone REP+. Ça se joue aussi dans la gestion de la formation, parce qu'il n'est de richesse que d'hommes. Et cette réforme de la formation professionnelle doit permettre à chacun de trouver des opportunités dans la société de demain. Et donc, c'est vrai que si on regarde au microscope les réformes les unes après les autres, on peut avoir ce réflexe de dire il veut nous faire avaler le capitalisme à tout craint. Mais il faut faire la pédagogie et dire ce qu'on veut, c'est des opportunités pour tous. Et jusqu'à présent, ce qu'on a fait, c'est-à-dire sécuriser à tout prix les emplois, etc., tout ce que ça a surtout fait, c'est sécuriser les personnes qui étaient à l'intérieur, mais ça a empêché les personnes qui étaient à l'extérieur d'entrer et d'avoir accès à ces opportunités-là. Donc il faut changer, c'est sûr, de modèle, et c'est ce que nous essayons de faire. Je crois que l'enjeu véritable, c'est de pouvoir faire en sorte que les personnes qui sont dans une entreprise puissent être employables le plus longtemps possible, puisqu'on sait que les gens vont changer rapidement, ils peuvent rester 2-3 ans dans une entreprise, repartir ailleurs, et avoir une espèce d'employabilité à vie de par justement toute cette réforme de la formation, et ça c'est extrêmement important. La réforme de la formation c'est primordial, c'est primordial. Mais est-ce que quand même, on n'a pas un problème un peu français face à un pouvoir comme ça? Là, c'est vrai qu'il y a une sorte de délitement de l'opposition, des oppositions. C'est plus très bien. Il n'y a pas de vraie opposition. Enfin, on voit bien les divisions à droite. Il y a Mélenchon qui fait du Mélenchon. Mais enfin, et la faiblesse des syndicats, quand même. C'est quand même un vrai problème parce que ça serait bien d'avoir des interlocuteurs, quand même. Oui, on peut regretter notamment que dans le cadre de la réforme de la SNCF, le dialogue syndical qui est un peu indépendant, orthogonal à la réforme elle-même, puisqu'il y a une question de survie, d'influence, dans les en parallèle de élections, enfin, etc. Absolument. Et malheureusement, et c'est un peu l'histoire du syndicalisme français, quand quand le syndicalisme faiblit, le réflexe naturel de l'État, c'est plutôt de le remplacer, de la nature horreur du vide, donc de prendre ses responsabilités. Et donc, il faut trouver les voies sans doute pour l'avenir d'un dialogue de meilleure qualité renforcé entre. Oui, c'est ce qui a été fait dans la loi travail. C'est ce qui la loi travail a rempli le vide. Mais ça ne renforce pas les syndicats. Si, parce qu'il y a une partie de la loi travail sur la carrière des syndicalistes. C'est pas ça qui va donner des syndicats forts en France, c'est ça que je veux dire. Mais pour moi, le renforcement du syndicalisme, il doit se jouer dans les urnes, en termes de légitimité. C'est-à-dire qu'il faut que les syndicats représentent les salariés, et c'est pas le cas en France. C'est pas le cas. Ils représentent que 11%. Donc pour moi, le vrai problème, il est d'avoir que ces syndicats se préoccupent de leur base, de leurs salariés, qu'ils puissent les convaincre, le cas échéant ou pas, mais enfin qu'ils puissent représenter les salariés. Et moi, ce que je trouve assez choquant, c'est l'importance qu'on leur donne au regard de la légitimité qui est la leur. Vous voyez, regardez sur le débat de la SNCF, on recule. C'est-à-dire que le gouvernement décide de reculer un petit peu, de lâcher un peu de lest pour justement éviter que ces grèves se maintiennent face à une partie des syndicats qui eux-mêmes ne représentent finalement qu'une partie
finalement des travailleurs. Et c'est vrai sur beaucoup de sujets. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve assez frappant, c'est cette idée de dire qu'on va augmenter finalement la situation des syndicats, leur pouvoir, le dialogue, etc. Mais le vrai sujet pour moi, c'est la légitimité démocratique. C'est la légitimité, la représentativité de ces syndicats par rapport à leur base. Mais la problématique que l'on a, c'est que dans les entreprises, alors je parle des entreprises privées, où il y a 6% il y a très peu de syndicats. C'est que, les salariés n'ont pas très envie d'aller s'embêter avec une représentation de la collectivité. Donc ça, c'est un vrai problème d'individualisme de la part des salariés. Deuxièmement, il y a un problème au niveau des centrales syndicales où il y a un vieillissement de la population qui est très important. Je vois quand j'ai des plaides contre des conseillers syndicaux qui viennent pour assister des salariés, etc. Ils ont entre eux, j'ai peut-être vu un jeune qui devait avoir 40 ans, ils ont tous entre 60 et 75 ans. Et ils me disent tous, on n'arrive pas à recruter de gens pour pouvoir venir aider les salariés, faire de la défense de salariés. On ne trouve pas, on ne recrute pas. Mais moi, je suis très démocrate. C'est-à-dire que si les salariés ne veulent pas de représentants, ne veulent pas s'investir, ne veulent pas se lancer, eh bien, il ne faut pas qu'il y ait des gens qui se disent représenter la plupart des salariés. Mais regardez ce qui se passe par exemple à Air France quand il y a un référendum. On peut aussi accepter l'idée, c'est pas très enthousiasmant, ça fait pas tellement rêver de se dire c'est génial, je mettrai un beau gilet orange, une trompette, des merguez dans la camionnette et puis je hurlerai toute la journée. C'est pas ça le syndicalisme. C'est pas ça. C'est un peu l'image qu'on en a. Donc il faut aussi comprendre que les gens à 25 ans disent on a peut-être. Il y a eu par exemple des projets de rendre la syndicalisation obligatoire dans les entreprises. Oui, mais en tout cas, je rejoins Jean-Baptiste. Il faut quand même que le projet syndical soit séduisant pour que les gens aient envie de voter pour les représentants. C'est pas qu'une question d'individualisme. C'est une simple question d'intérêt. C'est important parce que justement, la loi travail, elle demande à ce qu'il y ait des vrais partenaires sociaux. Et il faut aller les chercher. Moi, je sais que je fais des formations auprès de mes clients qui sont des chefs d'entreprise, leur disant, mais motivez un peu vos salariés, expliquez-leur que l'avenir, le leur et celui de l'entreprise, c'est de pouvoir faire un dialogue social. Et ça, c'est bien pour les TPE et les PME. Les grands groupes n'ont pas attendu la loi travail pour faire du dialogue social. Mais dans les TPE et les PME, c'est motiver les gens pour qu'ils puissent avoir des représentants du personnel et qu'ils soient motivés dans l'adaptation, dans la flexibilité de l'entreprise, qui peut être aussi gagnant-gagnant pour les salariés. Simplement, il faut que des deux côtés, là on parle des syndicats, mais du côté patronal, c'est la même chose. Il faut que du côté patronal, on ait cette volonté d'avoir un dialogue social dans l'entreprise. Et là, il y a du travail. Alors, avant de vous libérer, parce que vous avez une activité, mais il y a quand même une question de fond qui continue de se poser. On l'a bien vu au cours de l'élection présidentielle, c'est qu'il y a en gros deux France. Peut-être une France qui réussit, puis une France plus populaire, qui s'interroge, qui semble inquiète de l'avenir. Est-ce que le fossé entre ces deux France n'est pas en train de se creuser encore plus quand même ? Alors, il est vrai qu'il existe un fossé, que ce fossé s'est creusé ces dernières années et qu'il faut être très attentif à ce que certains des territoires de la République ne décrochent pas du mouvement de la France vers la prospérité en raison des évolutions notamment technologiques, des évolutions du commerce international qui ont tendance à polariser un petit peu la société entre celles et ceux qui sont protégés et qui ont accès à des emplois valorisants dans des métropoles riches, etc. Même si les métropoles, à force de s'enrichir, finissent par faire l'expérience de la congestion, et on le sait ici dans les Yvelines encore mieux qu'ailleurs, puisque les axes de transport sont complètement encombrés et que les personnes passent un temps fou dans les transports. Enfin, il y a quand même une partie de la population qui a accès à cela et une autre qui a moins accès. C'est la raison pour laquelle, en tout cas dans mon groupe politique à l'Assemblée nationale, nous avons un réflexe systématique, quels que soient les sujets, d'examiner la manière dont il faut tenir compte de la spécificité des territoires par rapport à celle des grandes villes, que l'on pense à la question de la formation professionnelle, avec les questions d'aménagement du territoire, la question des transports, y compris la question d'ailleurs de l'asile et de l'immigration. Et sur des banlieues aussi. Oui, pour systématiquement s'interroger sur la manière d'inclure tous les territoires dans la manière dont on réfléchit aux politiques publiques. On n'entend pas beaucoup parler de l'aménagement du territoire.
Parce que, bon, on ne peut pas entendre parler de tout. On est d'accord, mais je trouve que c'est quelque chose de fondamental. Il y a une Oui, loi mais pour l'instant... qui va commencer à être discutée la semaine prochaine en commission, qui est la loi Elan, qui est un projet de loi pour la réforme du pour la réforme du logement, qui va être l'occasion d'avoir un certain nombre de susciter un certain nombre de discussions sur ce sujet. Il y a eu la question du Grand Paris Express et des transports du quotidien en Île-de-France qui continuent de faire quelques vagues. Et puis il y a la question de l'organisation territoriale de l'Île-de-France, là aussi, qui va revenir. Alors l'Île-de-France n'est pas la France, mais il y a un certain nombre de sujets de centres périphériques qui se posent déjà à l'échelle de l'Île-de-France. Il faut réussir à résoudre. Vous êtes un député heureux. Un député occupé. Ça va pas ensemble? Si, ça peut aller ensemble. Oui. Et avec alors on n'a pas eu le temps trop d'en parler, mais avec beaucoup de travail pour les mois qui viennent, il va y avoir quoi? La réforme des retraites, la réforme de la fonction publique. La réforme des institutions, puis les dossiers de la circonscription qui sont passionnants. Et j'ai la chance d'être élu d'un territoire dans lequel les citoyennes et les citoyens sont très investis, avec l'envie de participer, l'envie de donner des idées à leurs élus et à leurs députés, et parfois de leur poser des questions auxquelles ils n'ont pas toujours la réponse. Merci infiniment Jean-Noël Barrot d'être venu. Alors, on va regarder un sujet sur des témoignages de Saint-Quentinois sur mai 68. Vous y étiez, Jean-Charles? Merci beaucoup, Jean-Noël Barrot. Merci. Là, bien entendu, c'est l'inévitable réunion des étudiants en comité d'action. Une réunion à laquelle a participé Pierre Dejean. En mai 1968, cet habitant de Montigny-le-Bretonneux a 19 ans. Il est étudiant en génie électrique à l'IUT de Ville-d'Avray. Les affrontements entre étudiants et policiers, le 10 mai 1968, ont déclenché la mobilisation dans cet établissement. Le gouvernement, à cette époque-là, le 10 mai, a fait un acte d'autorité qui n'était pas justifié. Et on a fait le tour des classes, qui étaient déjà donc entamées, puis on a dit, écoutez, il y a quand même eu des événements importants cette nuit, une répression assez dure, il faut au moins qu'on fasse quelque chose, on fait une manifestation à Ville-d'Avray. La mobilisation ne s'arrête pas là. Des professeurs de l'IUT se joignent au mouvement, les cours sont arrêtés, la grève est lancée malgré l'opposition de certains étudiants. On a dit, écoutez, on ne fait pas grève, on suspend les cours. Ce qui est exactement la même chose. Mais pour d'autres qui ne voulaient pas s'engager, ça a permis effectivement de tout arrêter. Des photos, des journaux ou des caricatures, Pierre Dejean conserve de nombreux souvenirs des mobilisations sociales, notamment la manifestation du 13 mai 1968 à Paris. Un des slogans qu'on a scandé pendant cette manifestation, c'est « 10 ans, ça suffit ». 10 ans, ça suffit. La société, effectivement, très bloquée, et fallait que ça change, quoi. Fallait que ça change. Le changement, c'était aussi la principale revendication des ouvriers de l'usine Renault à Billancourt. Jean-Pierre Wolff avait 30 ans à l'époque. Il vivait à Versailles et travaillait sur l'outillage. Il produisait des machines pour fabriquer des voitures. Sur l'île Seguin, la mobilisation a commencé le 16 mai. À Boulogne, on a décidé d'arrêter le travail et que les étudiants sont venus pour nous dire comment il fallait faire. C'est là qu'on leur a dit, on ne joue pas ce jeu-là. Hein. Vous êtes chez vous, on est chez nous. Des revendications distinctes des étudiants, comme l'amélioration des conditions de travail, la hausse des salaires ou encore plus de protection sociale. L'augmentation générale des salaires pour toutes les catégories. Ça, c'était Albérian, c'était le secrétaire du syndicat. Jean-Pierre Wolff se souvient du mouvement à l'intérieur de l'usine. Tout comme le travail sur les machines, la mobilisation s'est faite avec son binôme. On a mis nos machines en état de propreté, de conservation, si vous voulez, puisqu'on n'allait pas remettre le boulot tout de suite. Donc on les a nettoyés comme il fallait qu'ils soient. Et puis on les a éteints, et puis on a commencé à occuper l'usine. Pendant 34 jours, je ne me rappelle plus combien de temps ça a duré. On a dormi là-bas une nuit sur deux. Le 17 juin 1968, la reprise du travail est votée. Jean-Pierre Wolff et ses confrères ont obtenu notamment une hausse de leur salaire.
Voilà, soit les 50 ans de mai 68. C'est vrai que là, on a assisté à il y a des grèves étudiantes. Hein, et à chaque fois qu'il y a des grèves étudiantes, on parle toujours, est-ce qu'il va y avoir un nouveau mai 68, comme si on attendait ça impatiemment. Les circonstances ont quand même beaucoup changé, non? On peut attendre 50 ans encore. Ce sera pour le centenaire de mai 68, je suis assez d'accord qu'on fasse un grand truc. Non, puis c'est vrai que la société de 68 était quand même une société très bloquée, très autoritaire, hein. Non, c'est un autre climat. On n'a pas les mêmes. Il y avait une rupture de génération. On était dans un contexte qui succédait aux 30 Glorieuses. Bon, je pense que c'est un contexte complètement différent. D'ailleurs, je suis pas certain que les étudiants eux-mêmes se revendiquent vraiment une révolution des mœurs. Mais aujourd'hui, on ne sait même pas ce qu'ils revendiquent. Ouais, de toute façon. Au point de vue société, on ne voit pas trop ce qu'il y a maintenant encore comme véritablement. Avancé, oui, je veux dire, qui mérite. Non, mais petite anecdote, l'amie de mon fils est en Master 2 à Nanterre. Elle allait pour aller assister à une assemblée générale d'étudiants qui était à 9h du matin. Elle est arrivée à 8h du matin et l'amphi était déjà bondé par des cheminots qui étaient là depuis 5h du matin. Les étudiants n'ont pas pu rentrer dans l'amphi. Ah, voilà, quand on dit que ça va... voilà. Voilà. Voilà ce que c'est. Qu'est-ce que font les cheminots dans les... Eh bien, je ne sais pas. Parce qu'ils étaient là, bon. ils étaient en train d'essayer de montrer qu'il y avait Il ne faut pas rater le train des études. Voilà, c'est ça. Non, mais une conjugaison des forces. Et en fait, les étudiants étaient là avec leur carte d'étudiant, ils n'ont pas pu rentrer dans l'amphi. Eh bien, c'est sur cette anecdote que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Florence Mercadé-Choquet. Merci beaucoup, Jean-Charles Lajoigny et Jean-Baptiste Duclercq. Et puis, on remercie Jean-Noël Barrot qui était avec nous pour cette émission. À bientôt pour un nouveau PAF.